Je laisse la parole à nos quatre experts. Donc bonjour tout le monde. Effectivement, merci Mélodie pour cette courte introduction. Et je remercie l'assurance maladie de nous avoir conviés à ce webinaire à l'occasion de la semaine de l'antibiorésistance. Ça paraît être un moment plus qu'opportun. Et l'association voilà, de nos deux forces va permettre de mettre en exergue l'ensemble de cette problématique avec les côtés plus institutionnels et les côtés plus subjectifs. Et c'est avec plaisir que nous avons construit ce diaporama. Et diaporama voilà, qui sera décliné en plusieurs chapitres, 4 chapitres. L'antibiorésistance, une pandémie silencieuse avec une mise en abîme de la problématique. Ensuite, on aura un état des lieux des prescriptions et les conséquences sanitaires en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire notamment les chiffres de résistance en eux-mêmes qui nous seront présentés par l'assurance maladie. Troisièmement, nous présenterons avec ma collègue Boulfa du CRATB les outils pratico-pratiques d'aide à la prescription et en l'occurrence surtout d'aide à la non-prescription. Et enfin, on fera une petite conclusion et on ouvrira sur la discussion pour tirer voilà, tous les bénéfices de ce diaporama pour prescrire moins et mieux. J'ai à cœur de faire, on va commencer par la mise en abîme et l'histoire de la pandémie silencieuse à laquelle nous sommes confrontés. Et j'aime présenter ces diapos d'ailleurs, qui reprennent un petit peu d'histoire, car comme vous le savez, dès 1928, Fleming a découvert accidentellement la première substance antibiotique en laissant ouvertes ces boîtes de pétri sur lesquelles il a constaté, en y regardant de plus près dès le lendemain au microscope, que la pousse de ces colonies de staphylocoque était ralentie par la présence d'un champignon et de ses filaments, le Penicillium notatum. Il a rapidement compris l'implication thérapeutique majeure que cette découverte pouvait avoir, mais la traduction pharmacologique à plus grande échelle a pris quelques décennies et a acquis ses lettres de noblesse pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'occasion de laquelle les antibiotiques ont été plus largement utilisés et ont permis de ramener à la maison plus de soldats qu'initialement prévu, heureusement. Néanmoins, Fleming a également rapidement eu l'intuition que l'usage inadapté de ces substances antibiotiques les rendrait rapidement moins efficaces, moins performantes. Cette intuition a rapidement et malheureusement été vérifiée par l'observation des faits, car comme on le voit sur cette frise historique, la découverte de chaque substance antibiotique et de chaque nouvelle antibiotique est inexorablement suivie dans les quelques mois, voire années qui suivent, par l'apparition de résistance à cette même substance, puis à la diffusion de cette résistance assez largement, d'abord dans les secteurs hospitaliers, puis dans les secteurs de ville, dans la médecine ambulatoire, et maintenant, c'est vrai que ce problème, on le sait tous, touche tous les secteurs de soins. Si on se focalise sur l'exemple de la méticilline, qui était un antibiotique créé et découvert en 1959 pour lutter plus spécifiquement contre les souches de staphylocoque, on a constaté assez rapidement, dès 1961, des résistances à cette substance. Donc, les choses peuvent parfois se développer assez vite. On vous parle d'antibiorésistance, d'ores et déjà, depuis quelques diapositives, mais revenons sur la définition, du moins celle qu'en fait l'ANSM, qui est une belle définition. L'antibiorésistance ou résistance aux antibiotiques est la capacité d'une bactérie à développer des mécanismes de défense qui lui permettent d'échapper à l'action de ces médicaments, c'est-à-dire à l'action des antibiotiques en l'occurrence, bien sûr. L'acquisition de mécanismes de résistance par les bactéries s'est accélérée au fil du temps par l'utilisation massive, répétée et inappropriée d'antibiotiques. Donc, on voit que cette définition a un petit peu deux parties. Et la deuxième partie est particulièrement intéressante et importante parce qu'on voit que la définition comporte une composante dynamique et évolutive, puisque quand on parle de bactéries, on a affaire à du vivant et que donc rien n'est figé et tout évolue assez rapidement dans le temps. Si on rentre dans le détail, les mécanismes de résistance des bactéries sont en fait de deux natures. On a les résistances naturelles
qui sont les résistances des espèces bactériennes et qui font partie de leurs propriétés naturelles à une espèce donnée de bactéries. Elles sont liées à son patrimoine génétique qu'on va qualifier d'intrinsèque. Mais il y a aussi les résistances acquises qui surviennent suite à une modification de l'ADN bactérien ancestral. Ces résistances acquises peuvent s'acquérir de deux façons, soit par mutation, c'est-à-dire des erreurs dans le recopiage de l'ADN au moment du développement de la bactérie et de sa reproduction, modifiant certains gènes et donc les structures fabriquées par ces gènes, ce qui permet par exemple d'acquérir des gènes de résistance. Ou deuxième possibilité, elles acquièrent des gènes étrangers. Et là encore, ces gènes de résistance proviennent pour le coup de bactéries qui sont déjà résistantes via des éléments mobiles de transfert d'ADN appelés soit plasmides, soit transposons, par exemple. Alors, plusieurs mécanismes de résistance, et c'est là toute la difficulté, peuvent se cumuler dans une même bactérie, ce qui peut la rendre multirésistante, capable de résister à plusieurs antibiotiques différents, et ça a une implication clinique majeure, on s'en doute. Dans les deux cas, bactéries résistance naturelle ou résistance acquise, l'espèce résistante à l'antibiotique qui survit dans l'organisme après un traitement antibiotique donné est celle qui va le plus aisément pouvoir continuer à pulluler, à survivre, et donc plus aisément également pouvoir à son tour transmettre son patrimoine génétique à d'autres bactéries, à d'autres espèces de bactéries qui se développent elles-mêmes à leur tour, et on amorce ainsi un cercle vicieux de transmission de la résistance. Dès que le gène de résistance est acquis pour une bactérie ou une espèce donnée, il n'y a aucune raison que la bactérie l'abandonne, puisque d'un point de vue, je dirais presque darwinien, c'est-à-dire évolutionniste, il s'agit là d'un avantage évolutif qui lui permet de survivre à son environnement dans lequel elle va être exposée aux antibiotiques. Il est donc difficile de revenir en arrière, difficile mais pas impossible, notamment en faisant baisser la pression de sélection exercée par les antibiotiques. C'est ce qu'on appelle en effet la pression de sélection, qui existe également aussi dans le monde animal, où il existe en médecine vétérinaire de fortes prescriptions, inappropriées, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup, prescriptions d'antibiotiques débouchant sur des résistances, d'où la complexité, car ces résistances et ces bactéries peuvent se transmettre d'une espèce à une autre. Là, j'entends d'une espèce d'être vivant, d'être humain ou d'espèce animale à une autre par le manuportage, par le relargage dans l'environnement ou par la consommation. Ceci introduit la notion de One Health ou notion de une seule santé en bon français et nous oblige à comprendre qu'il faut agir aux différents niveaux, aux différentes causes et pour sortir de ce cercle vicieux de production, transmission des résistances. Je transmets la parole à mes collègues de l'assurance maladie pour parler des prescriptions, des données de prescription et des données de résistance. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on l'a vu, l'antibiorésistance est un phénomène assez complexe, mais qui est pour autant bien corrélé désormais avec la consommation d'antibiotiques. Et vous retrouvez sur cette cartographie qui a été publiée en 2022 par l'ECDC et qui présente en fait les différents pays européens et notamment la consommation d'antibiotiques et qui est repérée sur un indicateur qui est le nombre de consommation exprimée en unités en doses journalières définies pour 1000 habitants et par jour. Donc vous voyez que la France était déjà en 2022 parmi les pays les plus consommateurs. Sur la répartition des prescriptions par acteur, nous avons quand même bien établi ces dernières années qu'environ 20% des prescriptions émanaient des établissements de santé et 80% étaient des prescriptions émanant des collègues installés en ville. On sait que les 2 tiers des prescriptions sont réalisées par les médecins généralistes. Différentes études suggèrent ces dernières années que environ 60% des prescriptions seraient inutiles ou inappropriées. Alors inappropriées dans le sens d'un non-respect, soit de la bonne dose, soit de la bonne molécule, de la bonne indication ou de la bonne durée de traitement.
Sur cette représentation cartographique à nouveau de l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, on retrouve, on visualise très clairement la France, qui est quand même située tout à fait après, enfin en consommation d'antibiotiques, toujours sur ce même indicateur de suivi de consommation, la DDJ. Eh bien, la France se situe tout juste après la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Donc, c'était des données de 2022 et en 2024, d'après les données publiées récemment par Santé publique France, eh bien, la France serait devenue le deuxième pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe. Ce phénomène d'antibiorésistance, néanmoins, il s'agit d'un processus réversible, c'est-à-dire on constate quand même sur diverses études que la réduction de la consommation de certains types d'antibiotiques permet d'aboutir à une diminution de la résistance bactérienne. Et là, vous avez ici figuré sur la mission nationale SPARES, qui est la mission de surveillance de prévention et de l'antibiorésistance en établissement de santé, et qui reprennent en fait l'évolution entre 2002 et 2024 de l'incidence des souches de Staphylococcus aureus résistants à la méticilline et des entérobactéries productrices de bêta-lactamase à large spectre, eh bien, pour 1000 journées d'hospitalisation. Donc, vous voyez en fait qu'il y a une évolution possible de cette incidence et qui est très suivie et qui permet de voir qu'on peut quand même inverser la tendance sur cette antibiorésistance qui est quand même un sujet de santé publique très conséquent. Sur les données de consommation d'antibiotiques, eh bien, on évoque aussi parmi les facteurs qui contribuent à augmenter l'antibiorésistance, eh bien, c'est l'utilisation aussi d'antibiotiques à large spectre. Ce sont les antibiotiques que l'on a dit comme étant critiques. La Société de pneumologie infectieuse de langue française a actualisé en 2022 cette liste et vous retrouvez sur la colonne de droite le groupe 2 qui sont finalement les antibiotiques qui sont considérés comme des molécules à indication restreinte pour les professionnels de santé exerçant en dehors d'un établissement de santé. Donc, vous voyez qu'on a l'amoxicilline et l'acide clavulanique, on retrouve les céphalosporines, les fluoroquinolones et en macrolide apparenté, on retrouve l'azithromycine. Globalement, on peut considérer en fait que ces antibiotiques du groupe 2 sont ceux qui sont le plus susceptibles d'engendrer des résistances bactériennes et globalement, leur indication quand même en première intention est finalement assez limitée. Sur l'impact sanitaire de l'antibiorésistance, eh bien, quand on regarde les différentes publications qui ont été faites, notamment par l'ECDC, eh bien, on se rend compte qu'en fait, plus de 865 000 infections à bactéries résistantes aux antibiotiques avaient déjà été identifiées en 2019 en Europe. Qu'en 2019, on avait également plus de 100 000 infections à bactéries résistantes aux antibiotiques en France et qu'on comptabilisait 4 480 décès liés à ces infections en France en 2019. Si on regarde sur les projections à long terme et puis des éléments de comparaison finalement des causes de mortalité dans le monde, eh bien, on se rend compte que par rapport, qu'on soit sur une approche cancer, accident de la circulation, diabète, eh bien, on voit que la résistance aux antibiotiques prend de plus en plus d'importance en cause de décès. Et les projections en 2050 sont assez impressionnantes. Donc, toujours sur l'impact sanitaire de l'antibiorésistance, eh bien, en France, donc plus de 120 000 infections à bactéries résistantes, plus de 5 500 décès en lien avec l'antibiorésistance. En Europe, sur les sources toujours de l'ECDC, plus de 35 000 décès. Et dans le monde, voilà, ce qui est en projection d'ici 2050, ce serait une estimation de 39 millions de décès cumulés qui seraient attribués à l'antibiorésistance et plus de 169 millions de morts indirectes. Donc, on retrouve en fait ces données sur des publications du Lancet. Donc, cet impact sanitaire de cette antibiorésistance serait comparable à ceux de cumulés à ceux de la grippe, de la tuberculose, du virus du sida combiné. Donc, ce qui fait finalement qu'on peut considérer que l'antibiorésistance serait une des principales causes de mortalité
à l'horizon 2050. Après cette présentation assez générale sur l'antibiorésistance, eh bien, nous vous proposons dans une partie 2 d'aborder les données de consommation de l'assurance maladie, donc les prescriptions d'antibiotiques et notamment sur notre territoire, de vous présenter les données de la mission Primo, surveillance et prévention des infections et antibiorésistance aux soins de ville et en établissement médico-social, et puis les données des centres régionaux de pharmacovigilance, pardon, en Nouvelle-Aquitaine sur les effets indésirables. Alors, donc hier, la Santé publique France a publié les données 2024 et notamment cette infographie qui montre qu'alors qu'on a été sur une stabilisation en 2023, en 2024, on a à nouveau une augmentation de la prescription d'antibiotiques en médecine de ville. Donc globalement, entre 2014 et 2024, on a une légère baisse du nombre de prescriptions, mais on est, comme vous pouvez le voir sur le schéma, depuis 2020, globalement sur une augmentation à nouveau qui est assez inquiétante. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âge, même si elle est un peu plus marquée chez les 0-4 ans. Et au niveau des antibiotiques les plus prescrits, si on retrouve bien l'amoxicilline qui fait partie des antibiotiques recommandés, on a quand même une proportion d'amoxicilline aciclavulanique à 15,7% et de macrolide à 17,2%. Donc ça doit susciter une attention particulière parce que ces deux dernières classes sont des classes à usage restreint et qui favorisent l'antibiorésistance. Et ainsi que, quand le rappelait, la France est redevenue deuxième en consommation d'antibiotiques en 2024 au niveau européen. Concernant la typologie des prescriptions d'antibiotiques, donc les données sont un petit peu anciennes, elles ont été diffusées par la NSM en 2016 et 2019. Ce qui ressort, c'est que les premiers prescripteurs d'antibiotiques, ce sont les médecins généralistes. Ensuite, on retrouve les établissements de santé et en troisième, les dentistes. Au niveau des motifs de prescription, le premier motif, ce sont les affections ORL. Le deuxième, ce sont les affections respiratoires basses. Et ensuite, on a ce qui est maladie des muqueuses et de la peau. Donc, ce sont quand même tout ce qui est ORL et infections respiratoires. On sait qu'il y a une composante virale importante, donc on peut s'interroger sur la pertinence des prescriptions qui avaient été établies dans ces indications. Au niveau néo-aquitain, nous avons donc à l'assurance maladie des données beaucoup plus précises. Tout d'abord, pour repositionner la région par rapport à l'ensemble de la France, la région Nouvelle-Aquitaine est quatrième en termes de consommation d'antibiotiques pour les régions métropolitaines. En 2024, on avait plus de 42% des néo-aquitains qui avaient bénéficié de prescriptions et donc de consommation d'antibiotiques pour un recours France entière qui était plutôt proche de 41%. Donc nous sommes au-dessus de la moyenne métropolitaine. Quand on entre dans le détail, la cartographie que vous voyez vous permet d'avoir les prescriptions, enfin le taux de recours aux antibiotiques critiques pour chacune des circonscriptions de la région. Mais si on regarde aussi bien en nombre de consommants qu'en nombre de boîtes, il y a une consommation tous antibiotiques qui est très élevée et qui est en progression, hein, c'est corroboré par les données de Santé publique France, mais on retrouve bien une augmentation entre 2023 et 2024, donc de plus de 4,5% en nombre de consommants. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que cette consommation en hausse est encore plus marquée pour la catégorie des antibiotiques critiques, puisqu'on a une hausse de plus de 7,35%. Avec un taux de recours donc de 17,8% pour les antibiotiques critiques et une consommation moyenne de quasiment 3 boîtes par résident. Quels sont les prescripteurs d'antibiotiques en Nouvelle-Aquitaine en 2024? Ben, sans surprise, ce sont les médecins généralistes, hein. Donc plus de 2 tiers des boîtes d'antibiotiques délivrées en ville sont prescrites par les médecins généralistes. Et concernant les antibiotiques critiques, on est même à plus de 68% du volume de prescription. On voit que les autres secteurs, qu'il s'agisse des établissements de santé ou des médecins spécialistes, sont bien moins prescripteurs.
Au niveau des données de résistance, parce que là, on a bien parlé de la consommation et également du corollaire sur la résistance, on peut voir qu'au niveau de la région, la situation est contrastée. D'une part, sur Escherichia coli en source urinaire, on a des chiffres de résistance qui sont en augmentation, aussi bien en ville qu'en EHPAD, et qui sont loin de la cible, puisqu'on est à 3,7% pour une cible à 3% en ville, et pour les EHPAD, on devrait être en dessous de 8% et on est à 8,2%. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que la résistance au fluoroquinolone est en diminution et qu'on est à 8,8% pour une cible à moins de 10 en ville et à 14,1% en EHPAD pour une cible qui est à moins de 18%. Donc, on voit que les efforts, quand ils sont maintenus, portent. Les antibiotiques, il y a la consommation et donc son effet antibiorésistance. Et il y a aussi une sensibilisation qui est importante à faire, notamment auprès des patients, sur le potentiel iatrogène des antibiotiques. Et il y a une étude qui permet de conforter cette analyse. Elle a été réalisée par les 3 CRPV de Nouvelle-Aquitaine sur la période entre 2017 et 2022. Donc, ça a porté sur 6 ans. Donc uniquement les effets indésirables concernant les antibiotiques. On rappelle donc qu'il y a un risque populationnel, puisque plus on consomme d'antibiotiques, plus au niveau général, on va développer l'antibiorésistance, mais au niveau individuel, chaque prescription d'antibiotiques est susceptible de provoquer des effets indésirables plus ou moins graves. Donc c'est à mettre en balance. Donc cette étude a montré qu'il y avait 2857 cas notifiés concernant les antibiotiques, pour 6086 effets indésirables. 1558 cas ont été considérés graves, donc plus de la moitié, y compris des décès, également des mises en jeu de pronostic vital et plus de 1000 hospitalisations. Les types d'effets indésirables qu'on a retrouvés, c'est principalement des effets indésirables cutanés, à plus de 40%, mais également des effets indésirables hématologiques, avec des neutropénies ou des thrombocytopénies, et des effets sur le système immunitaire, avec des réactions allergiques, des réponses anaphylactiques, anaphylactoïdes. Au niveau des principales familles en cause, il y avait les pénicillines avec 37,7%. Donc ça peut être corrélé aussi au fait que c'est la famille la plus prescrite. Donc statistiquement, on peut avoir plus d'effets indésirables. Également les autres bêta-lactamines, donc les céphalosporines. Les autres antibactériens, 16,8%. Les sulfamidés, qui était le deuxième antibiotique pour lequel il y a eu le plus de notifications. Et également les quinolones. Les quinolones, notamment, font l'objet de restrictions d'utilisation qui ont été notifiées à plusieurs reprises par la l'ANSM en lien avec, d'une part, le potentiel de résistance, mais essentiellement des effets indésirables qui peuvent être très graves pour les patients. Et vous avez dû être destinataire de lettres d'information de sécurité au fil des années. Donc, cette étude concluait que, bien sûr, il y avait une sous-évaluation, comme pour tout ce qui est effet iatrogène. On sait qu'il y a une sous-déclaration des effets indésirables, soit parce qu'ils sont connus et donc on ne ressent pas la nécessité de les resignaler, soit parce qu'on n'a pas le temps de faire le signalement. C'est quand même quelque chose qui est essentiel pour permettre un bon usage des médicaments et d'assurer un suivi adéquat. Au niveau de l'étude d'évitabilité, il a quand même été déterminé que 23% des décès et 33% des mises en jeu du pronostic vital étaient considérés comme évitables ou potentiellement évitables. Et ce qui a été mis en cause, c'était essentiellement un non-respect des indications, c'est les fameuses prescriptions inappropriées, et également des réactions d'hypersensibilité, notamment des réactions d'hypersensibilité connues, mais qui n'étaient pas apparues au moment de l'interrogatoire du patient. Donc la conclusion qui s'impose, c'est quand même, est-ce que le doute dans ces cas-là ne devrait pas bénéficier à l'abstention thérapeutique en raison de ce potentiel d'effet indésirable qui n'est pas moindre. Laisse la parole au CRATB. Merci, Madame Lefebvre, et merci notamment pour cette dernière phrase qui effectivement synthétise un peu la problématique. Donc, on va essayer de passer aux outils qui peuvent nous aider sur le plan pratique à moins prescrire, à mieux prescrire, c'est selon. Il y aura certains outils qui sont somme toute assez basiques, mais encore sous-utilisés. Donc, on va essayer de
de détailler ces outils qu'on a listés là avec ma collègue Boulfa et qui peuvent être tout à fait intéressants. Le plan sera le suivant. On a listé en fait les outils par appareil en fonction un peu des appareils les plus pourvoyeurs de prescription, hein, ceux que vous avez rappelés tout à l'heure, infection respiratoire, urinaire, cutanée, dentaire. Et ensuite, on parlera des différents partenariats et des messages clés avant de conclure. En ce qui concerne les outils pour l'appareil respiratoire, haut et bas, hein, on va surtout parler des TROD, tests rapides d'orientation diagnostique, aussi de la DRP, des obstructions ou des encombrements rhinopharyngés. Je disais qu'on allait un peu parler de choses banales de temps en temps, mais je crois que certains éléments, ça fait du bien de les rappeler néanmoins, de certaines fiches outils, soit pour les patients, soit pour les prescripteurs, mais surtout pour les patients, pour aider à diffuser des messages. Et enfin, en dernier lieu, j'aurai une diapositive sur l'étude PAIR, voilà, que je trouvais intéressante de rappeler. En ce qui concerne les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, on peut parler déjà des tests antigéniques, donc à réaliser par couvillonnage nasal. En cabinet médical, vous savez que c'est faisable. On a les simplex, les duplex ou triplex associant le dépistage Covid, grippe et VRS éventuellement. On sait qu'ils ne sont pas remboursés et qu'ils sont éventuellement coûteux, certes, mais ça reste à relativiser et surtout que leur utilisation peut prendre du temps. Mais c'est vrai que, comme vous le savez aussi, on peut déléguer ce geste-là aux pharmaciens qui sont susceptibles de les faire aussi. Alors, ce n'est pas remboursé non plus, mais ça peut aider au moins à se familiariser avec cet acte et à familiariser les patients et à aider à conduire, à établir nos prises en charge et à les optimiser. En ce qui concerne un autre TROD pour lequel le parcours est peut-être plus facilité, c'est le TROD angine, bien sûr. Les TROD angines, eux, sont disponibles sur le site Amélie Pro. Ils sont mis à disposition gratuitement aux professionnels, aux médecins, par la CPAM. Malgré leur bonne fiabilité, hein, on voit là les chiffres de sensibilité, de spécificité, ils sont encore sous-utilisés. Or, il s'agit d'un bon outil diagnostique et une bonne base d'échange avec les patients qui souvent ne souhaitent pas eux-mêmes forcément d'antibiotiques. Il est bon, je pense, d'acculturer voilà, les professionnels et les patients, la population générale, à ce type d'outils. Les angines sont majoritairement virales, hein, entre 75 et 90%, on le répète. Le deuxième outil dont je voulais parler, c'était la désobstruction rhinopharyngée. Les DRP sont valables, bien sûr, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Il est important, à notre sens, de prendre le temps de montrer aux patients ou aux parents, en l'occurrence, mais aux deux, le geste à adopter, le bon geste. Cette perte de temps, entre guillemets, sur le moment, peut s'avérer être un investissement quand même important et qualitatif de gain de temps, en fait, pour l'avenir, avec des patients qui reviennent moins souvent pour des complications, c'est évident, et aussi qui savent peut-être mieux gérer et anticiper sur les épisodes infectieux ultérieurs. Ça leur donne des armes et voilà, ce temps d'échange et d'éducation thérapeutique, savoir conseiller les différents outils, ceux dans lesquels il faut investir auprès de son pharmacien d'officine, ça paraît être important. Un autre outil dans le domaine des infections respiratoires, c'est bien sûr l'ordonnance pour infection virale ou ordonnance de non-prescription. C'est un outil de dialogue qui nous paraît important entre le prescripteur et le patient. Il s'agit d'une fiche d'information à remettre au patient dans les situations ne nécessitant pas d'antibiotiques ou pour lesquelles on pense qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Ce document fournit les raisons pour lesquelles il n'y a pas besoin d'antibiotiques et on a une case à cocher, on va voir les exemples sur la diapositive d'après, une case à cocher en fonction de la pathologie concernée, rhinopharyngite, grippe, angine virale, bronchite aiguë, otite. Il est rappelé les différents symptômes, leur évolutivité probable et du moins prévisible, et donc les symptômes qui doivent amener à reconsulter si, le cas échéant, les choses perdurent néanmoins trop longtemps. Donc c'est un outil d'échange assez primordial à éventuellement télécharger et à mettre sur son bureau numérique pour pouvoir le dégainer rapidement en période voilà, de deal, si je puis dire, d'échange avec son patient. Les voici, j'aurais dû les afficher avant, je m'en excuse. Donc, ces deux fiches seront en lien et téléchargeables à la fois sur notre site
Et, et sur le site de l'assurance maladie, je pense qu'on peut les trouver aisément. Un autre outil, c'est la fiche mémo destinée aux patients, là encore, ce qu'on appelle la fiche bon réflexe à adopter. Les tests, cette fiche est, bon, l'usage serait plutôt éventuellement à afficher dans la salle d'attente, là encore par anticipation pour créer une réflexion au niveau de nos patients et peut être une bonne base de discussion et d'échange en contexte d'infection aiguë, infection virale ou autre, et accessoirement, si ça doit déboucher sur ça, sur d'échanges et de réflexion sur les bons réflexes quand on prend un antibiotique. Et c'est une fiche qui a été produite, entre autres, par nos collègues pharmaciens de l'Omédite. Et elle a fait ses preuves. Un autre outil, les autres outils que vous connaissez tous très bien, mais là encore, je pense qu'ils sont sous-utilisés malgré tout, parce qu'il faudrait y avoir recours pratiquement, systématiquement dans chaque situation infectiologique courante du quotidien, c'est bien sûr l'outil antibioclique. Car pourquoi je dis systématiquement? Parce que comme on l'a vu, les recommandations évoluent assez rapidement, parce que l'épidémiologie, les résistances évoluent rapidement également. Et il est illusoire, je pense, de se souvenir de chacune des situations. De plus, le site donne les rappels cliniques précieux rappelant les situations où il n'y a pas de nécessité de traiter, par exemple même dans les sinusites congestives ou dans les otites supposément virales. Le site va nous rappeler les signes cliniques qui nous permettent de nous inquiéter ou de ne pas nous inquiéter et ainsi induire chez nous, prescripteurs, une réassurance que peut-être on aura plus de facilité à retranscrire à nos patients voilà, quand on a relu brièvement ces rappels cliniques extrêmement bien faits. Également sur Antibiocric, en lien, on trouve des fiches importantes comme la fiche d'aide à la gestion de la fièvre, notamment en pédiatrie. Et parce que si on y réfléchit 2 minutes, sûrement que la fièvre est quelque chose et sa gestion est quelque chose qui intéresse plus nos patients et donc nos jeunes patients et leurs parents, avec plus de stress induit peut-être que la gestion elle-même de la question de la prescription ou non d'antibiotiques. Donc, il faut savoir peut-être orienter la consultation sur ce type de message. Et pour conclure sur l'organe respiratoire, j'avais à cœur de reparler de cette vieille étude, certes, mais qui est l'étude PER, donc qui date de 2001, qui est une étude vraiment situationnelle et d'observation des médecins et de leur interaction avec leurs patients et qui questionne en fait la dissonance cognitive du prescripteur sur ces situations tout à fait courantes où vraisemblablement on sait qu'on a affaire à une situation d'infection virale et où pour autant, parfois, la consultation débouche quand même sur une prescription. Donc cette étude a permis d'identifier des situations à risque de prescription, des situations à risque liées aux patients. Par exemple, quelqu'un qui nous rapporterait le fait qu'on est dans une situation qu'il a déjà connue maintes fois et que ça a toujours débouché sur la prescription d'antibiotiques. Voilà ce type d'expérience rapportée. Ou des situations liées au médecin, par exemple une situation de stress, une situation d'incertitude diagnostique qui pourrait amener à prescrire. L'idée de cette étude est qu'en identifiant ces situations, ça va permettre plus aisément de mettre consciemment en œuvre une stratégie ou des stratégies efficaces de déconstruction des craintes, tant les nôtres, celles des prescripteurs, que celles des patients. Et ces stratégies qui ont été listées comme efficaces par l'étude sont par exemple de faire le choix assez rapidement au cours de la consultation de ne pas prescrire ou de prescrire, et ainsi de déboucher sur un examen clinique somme toute ritualisé et décrit aux patients, commenté aux patients à haute voix, voilà, organe par organe, en l'occurrence là dans la sphère ORL, on peut passer de la gorge à la bouche et décrire ce qu'on voit. On explique aussi les effets nocifs des antibiotiques si on pense que ça va pouvoir apporter quelque chose à la décision de non-prescription. Dans tous les cas, il faut travailler à partir des craintes et des représentations de nous-mêmes les prescripteurs, mais aussi et surtout des malades, ce qui paraît être le plus important. Je vais transmettre la parole à ma collègue qui va pour parler d'un autre appareil, c'est l'appareil urinaire, lui aussi fort pourvoyeur de prescription d'antibiotiques et notamment antibiotiques critiques. C'est à toi, Boulfa. Donc, effectivement, à présent, nous allons parler des infections urinaires et notamment de l'indication des ECBU et la place de la bandelette urinaire. Nous allons voir qu'est-ce que c'est la colonisation urinaire et comment éviter les dépistages inutiles.
Donc, tout d'abord, un peu de contexte. L'assurance maladie a mené une étude sur un an, entre juillet 2023 et juin 2024, sur la réalisation de CBU. 6,5 millions de CBU avaient été réalisés chez la femme à partir de l'âge de 16 ans, dont 61% avaient été prescrits par les médecins généralistes. Et parmi ces 6,5 millions de CBU réalisés, 4 millions avaient été faits chez les femmes qui avaient entre 16 et 65 ans. Donc, comme le met en évidence ces chiffres, l'usage des ECBU est très probablement excessif. C'est certes un examen pertinent dans certaines situations assez précises, néanmoins il est trop souvent prescrit et on peut s'interroger sur le pourquoi. En considérant comme un ECBU évitable, donc un ECBU prescrit chez une femme entre 16 et 65 ans, une femme non enceinte, sans maladie rénale, hors situation de récidive et hors situation d'infection urinaire haute, on met en évidence 2,7 millions de CBU qui seraient qualifiés d'évitables chez cette population cible. Et parmi ces 2,7 millions, 1,7 million de CBU sont prescrits par les médecins généralistes. En tout cas, ces chiffres de l'assurance maladie indiquent un taux de CBU potentiellement évitable assez impressionnant. Or, un ECBU injustifié débouche souvent sur une prescription injustifiée ou du moins inadaptée. La problématique du mésusage des examens complémentaires est donc centrale, en plus du mésusage des antibiotiques. De ce fait, rappelons les situations dans lesquelles le CBU est justifié en cas de contexte clinique de cystite supposé. Donc, on rappelle les recommandations de l'HAS dans le cadre d'une cystite aiguë chez la femme. Donc, on identifie 2 situations dans lesquelles le CBU est indiqué, à savoir la cystite aiguë à risque de complications. Donc, les facteurs de risque de complications sont la grossesse, l'anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, l'insuffisance rénale sévère, l'immunodépression grave, l'âge supérieur à 75 ans ou un âge supérieur à 65 ans avec au moins 3 critères de FRIT qui sont la perte de poids involontaire au cours de la dernière année, la vitesse de marche lente, une faible endurance, la faiblesse ou la fatigue et une activité physique réduite. L'autre situation est dans laquelle on prescrit un ECBU est la cystite aiguë récidivante, qui, par définition, correspond à au moins 4 épisodes pendant une période de 12 mois. Et si la patiente présente au moins un épisode d'infection urinaire par mois, un ECBU est à faire avant l'initiation d'une antibioprophylaxie. Par conséquent, il n'y a pas d'indication à réaliser un ECBU dans le cas d'une cystite aiguë simple, mais une bandelette urinaire qui garde sa place d'orientation diagnostique. Donc ici, l'assurance maladie a repris les recommandations de l'HAS sous forme de fiche. Donc, elle y résume les indications à réaliser un ECBU. Donc, comme on l'a dit, chez la femme et dans le cas d'une cystite, le CBU est indiqué qu'en cas de cystite aiguë à risque de complications ou une cystite aiguë récidivante. Un ECBU de contrôle n'est à réaliser qu'en cas de non-amélioration clinique favorable d'une infection urinaire dans les 72 heures après avoir prescrit un antibiotique ou lors d'une réapparition précoce des symptômes dans les 2 semaines. On peut également réaliser un ECBU de contrôle dans le cadre du suivi d'une grossesse et cet ECBU est à réaliser mensuellement jusqu'à l'accouchement. Si on s'intéresse au sens plus large aux autres indications pour lesquelles on prescrit un ECBU, il y a donc les infections urinaires qui sont symptomatiques ou suspicion d'infection urinaire haute. Donc, on a la pyélonéphrite aiguë, l'infection urinaire masculine, l'infection urinaire chez un patient ou une patiente porteur de matériel des voies urinaires. Nous avons également les situations où il n'y a pas de symptômes cliniques, mais un ECBU est indiqué de manière préventive, notamment chez la femme enceinte, lorsqu'une BU est positive,
ou en prévention d'un geste urologique et également avant le changement d'une sonde endo-urétérale. Concernant l'interprétation du résultat d'un ECBU, on le rappelle, même si on le sait très bien, que l'infection urinaire se définit par des symptômes, donc des signes fonctionnels urinaires, une fièvre, des douleurs lombaires, des signes fonctionnels urinaires, et un ECBU positif avec la présence de bactériurie et leucocyturie. Lorsque on réalise un ECBU et qu'il y a présence que d'une leucocyturie, on ne peut pas dire que c'est une infection urinaire. Et lorsqu'il y a une bactériurie asymptomatique, avec ou sans leucocyturie, on considère que c'est une colonisation. La présence de plus de 3 bactéries dans les urines correspond à une flore polymicrobienne et on invite à réaliser de nouveau un ECBU, notamment s'il y a toujours une suspicion d'infection urinaire. Donc, on a un petit peu parlé déjà de ce que c'était la colonisation. Le synonyme de colonisation, c'est aussi la bactériurie asymptomatique. Donc, une situation de portage avec la présence de micro-organismes sans que ceux-ci ne génèrent de manifestations cliniques. Il n'existe pas de seuil de bactériurie et la leucocyturie n'intervient pas dans la définition. On rappelle que les urines foncées et ou malodorantes ne sont pas des signes d'infection urinaire et ne doivent pas engendrer donc, la prescription d'un ECBU. Et on insiste encore une fois sur les situations pour lesquelles on dépiste une colonisation et qui engendre donc un traitement, une prescription d'antibiotiques. C'est dans le cadre d'une grossesse, dans des situations de grossesse, et avant un geste urologique. De ce fait, lorsqu'il y a en prévention d'une autre chirurgie en dehors d'une opération urologique, il n'y a pas d'indication à faire un ECBU. Donc, voici cette fiche synthétique et très bien faite par l'assurance maladie qui reprend encore une fois les recommandations de l'HAS sur l'antibiothérapie dans le cadre des cystites aigus. Et on observe que les antibiotiques critiques, donc les C3G et les fluoroquinolones, ne sont jamais recommandés. Donc, il faut retenir que l'ABU a toute sa place dans le diagnostic d'une infection urinaire simple. Donc, toutes ces fiches sont disponibles sur le site de l'assurance maladie. Maintenant, je vais dire quelques mots sur les infections cutanées. L'infection cutanée qui est encore trop souvent synonyme de traitement antibiotique et souvent de traitement par l'association d'amoxicilline et acide clavulanique. Voici une liste non exhaustive de situations cliniques où il n'est pas nécessaire de traiter par antibiotique. Donc, on a la folliculite, le furoncle isolé simple, l'impétigo localisé, le panari. En effet, les recommandations sont claires ici et il convient le plus souvent de privilégier des soins locaux, avec l'hygiène, les conditions d'asepsie, la protection et surtout le geste local afin de lever l'inoculum. La prescription d'antibiotiques est à réserver surtout pour les formes sévères, donc par exemple la dermohypodermite bactérienne non nécrosante, où l'amoxicilline est l'antibiotique de premier choix, parce que le germe le plus souvent responsable est le streptocoque du groupe A, bêta-hémolytique. Et on rappelle que la dermohypodermite bactérienne non nécrosante a une évolution lente, et que le traitement ne doit pas dépasser 7 jours, et qu'il faut réassurer le patient, insister sur les mesures annexes, à savoir donc l'hydratation cutanée, le port de bas de contention. Concernant les autres antibiotiques, la pristinamycine et la clindamycine ont une place alternative, notamment en cas d'allergie ou dans d'autres situations comme l'abcès, après avoir réalisé un geste local. Donc, un petit mot sur les infections dentaires. Là encore, la prescription d'antibiotiques et notamment l'association d'amoxicilline et aciclavulanique a pris une trop grande place dans les esprits, alors qu'il convient de privilégier des soins locaux et un drainage dans le cas échéant. L'amoxicilline seule reste
dans les recommandations pour la plupart des indications. On ne va pas aller plus loin dans les détails des différentes indications, mais on vous renvoie vers des outils, notamment DantiBioClick, qui est un outil plutôt destiné aux dentistes, parce qu'il est très spécialisé, et AntiBioClick. Alors, dès le prochain trimestre, donc premier trimestre 2026, il y aura donc un outil qui s'appellera MémoDanto, qui sera accessible via AntiBioClick et qui permettra de nous aider sur la bonne prescription d'antibiothérapie dans les infections dentaires. Concernant nos partenaires, donc on en a parlé tout au long de cette présentation, donc les pharmaciens ont un rôle essentiel. Depuis 2021, le pharmacien d'officine est autorisé à pratiquer certains TROD et à dispenser des ordonnances conditionnelles. Et depuis fin juin 2024, le pharmacien d'officine peut dispenser les antibiotiques sans ordonnance après la réalisation d'un TROD positif dans le cadre d'une angine ou d'une cystite. Afin de promouvoir ces nouvelles missions, l'accompagnement des pharmaciens d'officine sur les nouvelles missions par les délégués de l'assurance maladie, avec la remise d'un profil par officine intégrant notamment le taux de réalisation des dépistages, TROD, angine et bandelettes urinaires, et la dispensation directe par le pharmacien d'antibiotiques suite à un test positif. Un autre partenaire qui peut aider dans le bon usage, c'est donc le CRATB et le ZMA. Le CRATB, donc, dont nous faisons partie, donc le Centre régional de l'antibiothérapie en Nouvelle-Aquitaine, coordonne les missions autour du bon usage sur toute la région. En collaboration avec l'ARS, le CRATB a contribué à la mise en place des EMA sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Et on le verra sur la diapo suivante, les EMA sont composés d'un médecin infectiologue, de pharmaciens, de biologistes, d'infirmiers, de médecins généralistes. Les EMA ont une activité d'expertise sur le territoire et ils peuvent apporter une aide diagnostique et thérapeutique. Chaque EMA peut être contacté via une plateforme de télexpertise. Ici, on a mis en exemple la plateforme de téléexpertise du CHU de Bordeaux, de l'équipe de l'EMA G2L. Et les EMA sont aussi joignables par téléphone. Donc, voilà, on compte aujourd'hui 9 EMA sur le territoire de toute la Nouvelle-Aquitaine. Et peu importe la zone où vous êtes en tant que médecin généraliste en libéral, il y a forcément une EMA sur votre secteur. Un petit mot aussi sur la ligne d'avis pédiatrique, qui est de nouveau fonctionnelle depuis quelques mois. La possibilité d'avoir des avis pédiatriques d'infectiologie sur la région, également disponible sur la plateforme de télexpertise du CHU de Bordeaux. Merci Boulfa pour ces outils, c'est super. On va conclure la partie justement pratique en résumant les messages clés. Et en commençant par un message dont on n'a pas trop parlé finalement, c'est la prévention. Donc, n'oublions pas les gestes barrières et la vaccination. Il faut qu'on mette du gel hydroalcoolique et des masques à disposition dans nos salles d'attente. Ça, c'est obligatoire, si je puis dire. Dans la démarche diagnostique, on a vu comment, notamment par les TROD, par les TDR, pour orienter nos prises en charge, il faut absolument qu'on agisse et qu'on s'y contraigne via AntiBioClick, éventuellement d'agir dans des cadres nosologiques précis pour pouvoir dérouler une prise en charge et proposer une surveillance adaptée et un traitement adapté. Il faut absolument aussi, dans chaque circonstance, se permettre, s'autoriser le temps de réflexion nécessaire pour consulter les référentiels. On a toujours ce temps-là. AntiBioClick, HAS ou SPILF, dont les éléments sont là à notre disposition. Si on choisit de prescrire un antibiotique, si c'est la situation qui le nécessite, il faudra bien sûr
prendre la bonne molécule, la bonne dose, la bonne durée et la bonne voie d'administration. Il faut privilégier les spectres étroits et donc attention aux antibiotiques critiques, comme l'ont rappelé les intervenants précédents. Toujours proposer une réévaluation à 48-72 heures. Si on prescrit un antibiotique, cette réévaluation sera l'occasion de voir si on est efficace ou si on ne l'est pas. Et éventuellement, si on récupère un ECBU, de proposer une désescalade et de se recentrer sur un spectre plus étroit dans le cadre d'une infection urinaire à traitement plutôt long, où cette réévaluation pourra aussi déboucher sur un arrêt des antibiotiques éventuellement, chose qu'il ne faut jamais s'interdire si à la relecture de la situation clinique initiale et de son évolution, finalement, on se dit que l'obligation de prescrire n'était pas si évidente. On surveille aussi les effets indésirables dont le rapport auprès des instances de pharmacovigilance est toujours aussi important. Voilà, on va passer à la conclusion et à la discussion. Je vais prendre dans ma voix la première diapo de conclusion qui me paraît assez importante pour reprendre un petit peu les idées qu'on a maniées tous ensemble. L'idée est la suivante, c'est que je crois qu'au niveau de notre activité de médecin généraliste, les choses sont évidemment pas faciles. On est confronté en première main à tout un tas de situations diverses et variées, à du stress, à de l'anxiété, la nôtre, celle des patients. Mais manifestement, on prescrit quand même trop d'antibiotiques, on a vu les chiffres. Donc, il faut absolument qu'on fasse, avec les outils qu'on propose et un petit peu de recul sur nos pratiques, qu'on fasse des efforts. Car si prescrire un antibiotique, ça a toujours des risques individuels, on l'a vu, les effets indésirables, plus ou moins graves, et ça a aussi un risque populationnel qui est l'antibiorésistance. Antibiorésistance qui, je pense, est sous-évaluée dans nos esprits et qui pourtant intervient dès la première prise d'antibiotiques, dès la première prise de la molécule et est systématique. Donc la question de la balance bénéfice-risque, à savoir celle de prescrire alors que ce n'est pas nécessaire versus celle de ne pas prescrire alors que ça l'est, est une question diablement importante et à laquelle nous devons tous méditer. Et ce qui a incité l'assurance maladie à porter l'initiative suivante, celle de l'engagement collectif, que je vous laisse expliquer, Madame Longout. Oui, je prends la suite du docteur Perel et je dirais que pour faire face à cette menace sur un horizon à 10 ans, nous pouvons dire que chaque prescription compte et que seul un engagement collectif pour la prévention et la réduction de l'antibiorésistance pourra permettre de porter des fruits. Concernant la feuille de route interministérielle, donc, qui implique donc les 3 ministères de l'agriculture, la santé et de l'écologie, dans une approche une seule santé, eh bien, on peut noter qu'il y a une amplification en fait des actions et des orientations par rapport à la précédente feuille de route, et notamment avec un objectif clairement identifié de réduction de 20% au moins des prescriptions d'antibiotiques. J'aborderai aussi la convention médicale qui a été publiée en juin 2024 et pour laquelle, dans son axe pertinence et qualité des soins, eh bien, il y a une quinzaine de programmes d'action partagés qui engagent collectivement les médecins libéraux. Et on retrouve un des thèmes qui est la lutte contre l'antibiorésistance, avec également des objectifs ambitieux, donc de réduire de moins de 10% les prescriptions d'antibiotiques en 2025 et de moins 25% en 2027 pour rejoindre en fait la moyenne européenne. On pourra citer, avant de passer en fait au temps de discussion et de réponse aux questions sur le chat, je citerai de mon côté un site qui pourrait aussi être intéressant pour vous, qui est celui Antibiorésistance, une seule santé, qui est une création du CEPIAS de Nouvelle-Aquitaine pour la mission MATI, c'est une mission nationale de soutien aux actions de prévention des infections associées aux soins. Et vous retrouvez, c'est un site assez interactif qui reprend quand même beaucoup d'éléments qu'on a abordés ensemble. Pour commencer à répondre
à certaines de vos questions. Concernant les TROD qui sont mis à disposition des médecins généralistes, vous nous interrogez sur la proportion de médecins généralistes qui en commandent sur le site Amélie-Pro. Eh bien, ça reste inférieur à 50%, hein. C'est de cet ordre à chaque fois euh, qu'on a fait des requêtes pour pouvoir avoir cette idée-là. Sachez aussi que ces tests, ils sont bien sûr fournis gracieusement aux médecins généralistes, mais également aux établissements de santé, et notamment les services d'urgence. On commande déjà depuis plusieurs années, et ces tests sont mis à disposition donc gracieusement, voilà, pour les services d'urgence. Et dans certains établissements également les services de pédiatrie et les services d'ORL. Vous évoquez aussi, vous posez la question sur les tests Covid-grippe qui étaient mis à disposition des médecins libéraux et pour lesquels il n'y a plus de financement de l'assurance maladie. Alors, effectivement, la Haute Autorité de Santé n'a pas validé la prise en charge par la solidarité nationale, euh, peut-être aussi en lien avec la sensibilité et spécificité de ces tests qui n'est pas à la hauteur du TROD, en tout cas en Chine, qui est depuis de nombreuses années pris en charge, comme vous le savez, par l'assurance maladie. Et là, je vais laisser la parole donc à mes collègues, euh, le docteur Perel et le docteur Badoro, peut-être pour qu'ils expriment comment ils fonctionnent, eux, dans leur cabinet de ville par rapport à ces tests de diagnostic rapide. Alors, on s'excuse par avance, il y a du bruit et des travaux qui ont commencé là à l'instant. Excusez-nous, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'interférences. Bon, ben, c'est pour les TROD angine, faisons rapidement là chez nous. Ben, la commande est facile et c'est quasi systématique dans les recommandations, dans le cadre des recommandations hein, de leur usage. En ce qui concerne les tests antigéniques, chez nous, à Langoiran, là où je travaille, donc on se les achète, hein, on se les paye et c'est évidemment un investissement qu'on rediscute régulièrement, mais pour l'instant, on n'a pas trop de motifs de l'interrompre parce que on a l'impression que ça nous aide quand même bien à nous guider dans une consultation, à la rythmer, à argumenter, c'est rentrer dans les mœurs. C'est pas si cher, mais oui, effectivement, Madame Longou, je crois que vous avez raison, on avait revu ensemble. La performance est un peu moindre, ça va de soi que les trottes d'angine, mais ça reste un bon élément et avec une bonne acceptabilité, je dirais. C'est ça aussi qui est important. Et pour peu que les patients aient l'habitude, il n'y a pas de négociation en amont pour le faire, donc c'est fait assez rapidement. Voilà, c'est notre expérience, je dirais. Si tu as quelque chose à compléter. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mesdames. Sur le Alors, chat, il y a des oui, questions. sur le chat, on a d'autres questions, effectivement, et notamment des questions un petit peu techniques médicales. La première question est la suivante. Quid des angines bactériennes avec antibiotiques amoxicilline qui persistent avec un test positif symptomatique malgré une posologie et une durée correcte? Est-ce que les streptocoques sont de plus en plus résistants? Que faire dans ce cas? Bon. Alors, à ma connaissance, non, les streptocoques ne sont pas de plus. Alors, voilà, on parle pas avec des pincettes, mais la réponse qui nous vient, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'augmentation des résistances. Donc, soit il y a une réinfestation, soit il y a des faux positifs pour des raisons qui m'échappent dans ce cadre-là, puisque normalement, si on a fait un premier traitement, il ne devrait plus être là. Soit il y a une réinfestation. Une complication aussi locale. Oui, en tout cas, s'il y a des symptômes qui persistent après traitement, bon, on peut retester, mais sûrement qu'il s'agit d'un autre agent infectieux et peut-être qu'il peut être plus intéressant d'aller chercher un prélèvement bactériologique au laboratoire, c'est-à-dire pas rechercher que le strepto, et éventuellement faire une prise de sang, peut-être pour faire une sérologie, chercher une réaction mononucléosique ou quelque chose comme ça, sans rentrer dans les détails, mais je pense que ça évoquera quelque chose à la personne qui nous a posé la question. Puis ne pas hésiter à demander aussi un avis auprès des équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie, parce que c'est fait pour ça, justement, pour éviter de justement élargir davantage l'antibiothérapie quand finalement c'est pas indiqué, qu'il n'y a pas que cliniquement il n'y a pas de complications locales, d'abcès, etc.
et qu'on est dans une impasse thérapeutique, on ne sait pas trop, il ne faut pas hésiter à demander un avis. Là, si, voilà, c'est ça. Si on reteste, ça veut dire que je ne sais pas si c'était un test plus symptomatique. Ah oui, et donc ça reste symptomatique. Donc là, je crois qu'il ne faut pas s'acharner sur des lignes d'antibiotiques. Voilà, soit il faut prendre un avis, soit il faut chercher autre chose que le streptocoque, dont la sensibilité à l'amoxicilline reste excellente, je crois pouvoir dire. Merci. On a ensuite une remarque du docteur Turchet. Toujours un doute par rapport à l'augmentation des OMA sur les lavages nasaux faits à la seringue. Privilégier les dosettes sérum physiologique ou autre, mais pas la seringue. Tu veux répondre? Bah, Bon, moi, je pense que. Alors, les seringues sont surtout la vendues, pression. je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Il y a seringue. C'est pas parce qu'il y a seringue qu'il faut mettre une pression, je dirais, une tension dans le. Et les protocoles sont bien expliqués, je pense, sur les fiches, hein, de comment on fait. La Le lavage seringue vendue spécifiquement avec un embout en silicone. en silicone obturateur, c'est pour pas qu'il y ait de fuite plus que pour mettre une bonne pression, tout ça. Donc, je dirais que voilà, dans les gestes de réalisation optimum, on n'est pas sur une augmentation des risques de complications. Et on peut le faire, d'ailleurs. Il faut le faire très lentement. Oui, voilà. Il faut le faire très lentement. Il faut voilà, c'est ça. L'utilisation, Il faut le faire assez lentement. Et en tout cas, quant à la fréquence aussi, parce que les gens s'en inquiètent parfois, est-ce que c'est. Là encore, on peut le faire 6, 8 fois par jour sans risque d'apporter des complications. Merci. On a ensuite une problématique exprimée sur Saint-Palais, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, et le docteur Priba nous dit on a de multiples cas de tableaux de bronchite simple traînante avec finalement un ECBC positif à hémophilis résistant à tout sauf au fluoroquinolone, ce qui brouille la CAT devant les bronches. Avez-vous des retours similaires ailleurs? Nous demande-t-elle. Alors, moi, à ma connaissance, non. Mais là, je pense que c'est. Ben, là, on rentre dans des considérations un peu techniques, quoi. Je ne sais pas si c'est tout à fait le sujet, mais en tout cas, ce qui est le sujet, c'est de dire que face à ça, il faut se rapprocher de votre. Si c'est des observations qui sont faites en médecine de ville, et ce qui me paraît être le cas, hein, si vous, eh ben c'est très intéressant de le rapporter. Alors là, je pense qu'il faut questionner la place de l'ECBC. C'est pas indiqué. Voilà, je ne sais pas si on rentre dans les critères, par exemple. Je ne sais pas s'il faut dépister cette hémophilus. Donc, je crois que ça serait important. En tout cas, néanmoins, si vous le faites, c'est probablement que vous avez une bonne raison, mais il faudrait peut-être réinterroger à la fois ce process et à la fois les conséquences thérapeutiques que ça peut avoir eh bien, sur les gens de votre EMA, ce qui, je pense, seront ravis voilà, de se rapprocher de vous pour en discuter. Parce que peut-être que localement, il se passe quelque chose, mais voilà, je pense que c'est tout ça qu'il faut réinterroger, c'est la stratégie que humblement nous vous conseillons. Donc, il faudra vous rapporter à la diapositive qui a trait à l'EMA, pardon, de votre secteur. Voilà, Peut-être. sachant, on peut repréciser que la liste des EMA est bien sûr disponible sur le site du CRATB de Nouvelle-Aquitaine. Donc vous avez à disposition ce site et l'ensemble des informations sur les EMA également sur leur site. On va peut-être finir avec une dernière question qui concerne, une question remarque qui concerne Antibioclick, avec le docteur Soussin qui nous fait part de difficultés, on va dire, plus prégnantes aujourd'hui d'utiliser Antibioclick. Voilà, est-ce que vous partagez? Nous partageons. On a fait Voilà. remonter. Oui, on a fait remonter, on va encore faire remonter. Et oui, on aime beaucoup cette remarque et on en est friand et demandeur, hein. Vous n'hésitez pas à nous faire remonter des choses. Ben, nous-mêmes, dans notre pratique, on l'a constaté, notamment, je pense que vous faites allusion peut-être aux infections urinaires, où effectivement, c'est devenu assez compliqué, par exemple, voilà, de mettre en œuvre la stratégie qu'ils proposent. Ça brouille un peu le message, on s'en est rendu compte. Et on est déjà en lien avec les gens d'Antibioclick
parce qu'il faut, là, pour moi, hein, je ne sais pas si c'est la question du confrère qui l'a posé, mais ça brouille tellement le message et l'usage que c'était presque contre-productif, effectivement, le grand nombre de questions qui nous étaient posées dans le logigramme, notamment pour les infections urinaires, même si je ne doute pas que ça a été mûrement réfléchi et que c'est formellement valide sur le plan scientifique, mais sur le plan pratique, ça a perdu un peu d'attrait et d'intérêt. Donc attention, tout à fait. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. On finit Ah, avec celle-ci. Ça concerne les ECBU positifs, patients âgés polypathologiques, notamment avec germes multirésistants nécessitant une prescription d'antibiotiques hospitaliers. De ce fait, le docteur Abed est passé par une téléexpertise auprès du CHU pour pouvoir traiter le patient et il demande s'il y a un autre moyen d'opérer. quel CHU? Du CHU de Bordeaux, Je ne sais j'imagine. pas. Ben, ça dépend voilà, de son secteur, parce que là, si la question est est-ce qu'il y a une autre façon d'accéder à l'expertise, soit Il y a la ligne téléphonique d'avis. ouais, mais pour l'extérieur, si la question est comment accéder à l'avis de son EMA de secteur, si son EMA de secteur, c'est celle qui est en lien avec qui est portée par le CHU de Bordeaux, il faut garder ce moyen d'accès. S'il est sur un autre secteur et donc si son CHU n'est pas celui de Bordeaux, eh bien, il faut soit avoir accès aux lignes d'avis des CHU respectifs ou plus localement à la ligne d'avis de son EMA si elle n'est pas portée par son CHU. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Alors, je vais me permettre de laisser la parole au docteur. Voilà, merci. Alors, voilà. Je vous en prie, vous pouvez vous exprimer. Mais il faut ouvrir votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Oui, effectivement, enfin, vous avez déjà répondu à ma question. Oui, c'était le CHU de Bordeaux, hein, voilà. Et donc, je me demandais s'il y avait un autre moyen de faire, peut-être plus simple que de remplir tout le formulaire, de téléexpertise, tout ça. Mais bon, vous me confirmez que c'est peut-être le plus simple à faire, à Bordeaux. Moi, je suis à Mérignac, donc voilà. Donc, je vais rester, je pense, sur ça, sur les questions un petit peu complexes. De germes multirésistants, mais aussi en général sur les questions d'antibiotiques, parce qu'ils nous répondent quand même assez facilement, quoi. Voilà. bon, nous sommes contents de vous l'entendre dire. Certes, l'outil n'est pas fameux, fabuleux. Oui, il y a d'autres outils, vous le savez, hein, auxquels vous avez recours dans d'autres spécialités, j'imagine. Enfin, pas avec le CHU de Bordeaux, du coup, mais une fois qu'on a pris l'habitude, peut-être, oui, c'est moins problématique et nos confrères là, nos collègues De l'EMA. du service et de l'EMA, quand même, y répondent assez rapidement. Ça, je suis content que vous l'ayez constaté. Je crois que c'est le cas, effectivement. Donc, il n'y a Oui. pas d'autre moyen. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier tout particulièrement nos collègues médecins généralistes qui se sont connectés. Merci pour vos questions qui ont rendu ce webinaire plus vivant. Merci à nos collègues Dr Perel et Badoro d'avoir témoigné aussi de leur expérience et d'avoir porté les éléments du CRATB et qui ont enrichi ce webinaire. Un grand merci à vous. Mais on remercie également hein, l'assurance maladie et puis en effet tous les participants. Tout le monde voilà, a son rôle à jouer. On remercie en particulier nos confrères généralistes qui se sont donné la peine d'assister à ce webinaire. Ils étaient les principaux concernés. Merci tout le monde. Merci, au revoir.